La nourrice est restée figée en voyant son pendentif d'enfance autour du cou du millionnaire veuf. Le taxi s'arrêta devant l'imposante grille en fer forgé. Anaïs Leblanc resserra son écharpe autour de son cou et regarda par la fenêtre. L'hôtel particulier des marchands se dressait au bout d'une allée bordée de marronniers centenaires, comme un château de pierre blonde baigné par la lumière dorée du soleil couchant. « C'est ici, mademoiselle », annonça le chauffeur en se retournant. Anaïs lui tendit quelques billets et descendit avec sa valise. La grille s'ouvrit dans un grincement métallique. Un frisson parcourut son échine. À 25 ans, elle avait l'impression de franchir un seuil invisible, comme si une force mystérieuse l'attirait vers cette demeure. Tandis qu'elle remontait l'allée, des images de son enfance affluèrent. Le dortoir gris de l'orphelinat Sainte-Marie, la voix sèche de sœur Mathilde. « Tu n'as pas de nom de famille, ma petite. Tu es arrivée ici avec seulement un prénom épinglé sur ta couverture, Anaïs. » Elle chassa ses souvenirs. Aujourd'hui était un nouveau départ. Gouvernante dans l'une des familles les plus fortunées de Paris, l'occasion de mettre un peu d'argent de côté. Peut-être même de reprendre ses études d'histoire de l'art. Une femme d'une 50aine d'années, au chignon impeccable et au regard perçant, l'attendait sur le perron. « Mademoiselle Leblanc, je suis Madame Moreau, la gouvernante principale. Suivez-moi, je vous prie. » L'intérieur était à l'image de la façade, majestueux et froid. Des tableaux de maître ornaient les murs lambrissés. Des marbres anciens trônaient sur des consoles dorées. Anaïs suivit la gouvernante à travers un dédale de couloirs. Émerveillée par tant de beauté figée, votre chambre se trouve dans l'aile des domestiques. Mais Monsieur Marchand a insisté pour que vous soyez proche de la chambre du petit Hugo. Vous commencerez demain à 7 heures précises. Madame Moreau lui montra une petite chambre sous les combles. Simple mais confortable, avec une fenêtre mansardée qui donnait sur les jardins. Le petit déjeuner est servi à 6 heures pour le personnel. Ne soyez pas en retard. Une fois seule, Anaïs rangea ses maigres affaires dans l'armoire en chêne, au fond de sa valise. Enveloppée dans un foulard de soie, se trouvait son unique trésor, une photographie jaunie. Une jeune femme au sourire mélancolique y tenait un bébé. Autour de son cou brillait un médaillon en argent, orné d'une rose ciselée. « Maman », murmura Anaïs en caressant le visage figé sur le papier. « Je me demande si tu aurais été fière de moi aujourd'hui. » Le lendemain, elle descendit aux cuisines avant l'aube. Le chef, un homme jovial nommé Marcel, lui servit un café brûlant. « Alors c'est toi, la nouvelle gouvernante du petit. Bon courage, ma fille. » Depuis l'accident de ses parents, il ne parle presque plus. Anaïs apprit que Hugo, 7 ans, avait perdu ses parents dans un accident d'avion l'année précédente. Son grand-père, Philippe Marchand, l'avait recueilli. Mais le petit garçon s'était enfermé dans un mutisme inquiétant. « Et Monsieur Marchand, comment est-il » demanda Anaïs en tartinant un morceau de pain. « Un homme brisé » soupira Marcel. « Il a déjà perdu sa femme il y a 25 ans, maintenant son fils et sa belle-fille. La vie n'a pas été tendre avec lui. » Malgré tout son argent, à 7 heures précises, Anaïs frappa à la porte de la chambre d'Hugo. Un petit garçon aux boucles brunes et au regard grave lui ouvrit, sans un mot. Il retourna s'asseoir sur son lit, serrant contre lui un vieux nounours élimé. « Bonjour Hugo », dit-elle doucement. « Je m'appelle Anaïs. Je vais m'occuper de toi désormais. » Pas de réponse, juste ce regard intense, comme s'il cherchait à lire en elle. « Tu sais, moi aussi j'ai perdu mes parents quand j'étais petite. » continua-t-elle en préparant ses vêtements. « Je ne les ai jamais connus, alors je comprends un peu ta tristesse. » Pour la première fois, une lueur d'intérêt traversa les yeux sombres de l'enfant. Plus tard dans la matinée, alors qu'elle préparait un chocolat chaud dans la cuisine, Anaïs sentit une présence. Elle se retourna et son cœur manqua un battement. Un homme se tenait dans l'encadrement de la porte, grand, les épaules larges malgré ses 51 ans, les tempes grisonnantes. Il portait un costume sombre taillé sur mesure. Mais ce qui figea Anaïs, ce fut le médaillon en argent qui luisait à son cou, visible dans l'échancrure de sa chemise entr'ouverte. Une rose ciselée, exactement comme sur la photo. « Vous devez être Mademoiselle Leblanc », dit l'homme d'une voix grave. « Je suis Philippe Marchand. Comment va mon petit-fils ce matin ?» Anaïs dut faire un effort surhumain pour retrouver sa voix. « Il s'est habillé tout seul, monsieur. Il n'a pas parlé. Mais il m'a regardé. C'est déjà un début. » Philippe hocha la tête, songeur. « Vous êtes jeune pour ce poste.
Madame Moreau m'a dit que vous aviez grandi à l'orphelinat Sainte-Marie. Oui, monsieur. Quelque chose passa dans le regard de l'homme. Une ombre, une émotion indéchiffrable. Il porta machinalement la main au médaillon. Je vous fais confiance pour prendre soin de lui, mademoiselle. Il a besoin de chaleur humaine, quelque chose que cette maison a perdu depuis longtemps. Avant qu'Anaïs puisse répondre, une voix glaciale retentit. Philippe, tu es en retard pour la réunion du conseil. Une femme élégante se tenait dans le couloir. La cinquantaine austère, des cheveux noirs coupés au carré, des yeux perçants comme ceux d'un rapace. Véronique, je te présente mademoiselle Leblanc, la nouvelle gouvernante d'Hugo, dit Philippe. Le regard de la femme détailla Anaïs de la tête aux pieds. S'attardant sur sa tenue simple et ses mains sans bijoux, « Encore une qui ne fera pas long feu », murmura-t-elle avec un sourire pincé. « Viens, Philippe, Lefebvre nous attend. » Ce soir-là, après avoir couché Hugo, Anaïs retourna dans sa chambre. L'esprit en ébullition, elle sortit la photographie et la compara mentalement au médaillon qu'elle avait aperçu. C'était le même, elle en aurait mis sa main au feu, mais que faisait le médaillon de sa mère autour du cou de Philippe Marchand, assise sur son lit? Anaïs sentit un vertige la saisir. Et si ce n'était pas un hasard qui l'avait conduite dans cette maison? Et si ce médaillon était la clé d'un mystère dont elle-même faisait partie? Elle regarda longuement la photographie. Pour la première fois, elle remarqua la ressemblance troublante entre le sourire triste de sa mère et celui de Philippe Marchand. « Qui étais-tu vraiment, maman ?» murmura-t-elle dans le silence. « Et qui suis-je » Dehors, la nuit enveloppait Paris, dans la chambre sous les combles. Anaïs prit une décision. Elle découvrirait la vérité, quel qu'en soit le prix. Les jours se succédèrent comme les pages d'un livre qu'on feuillette lentement. Chaque matin, Anaïs réveillait Hugo, l'habillait, le nourrissait. Chaque soir, elle lui lisait une histoire avant de le border. Entre les deux, un silence têtu que seuls quelques regards venaient briser. « Il faut lui laisser du temps », répétait Madame Moreau lorsqu'Anaïs s'inquiétait. « Le chagrin des enfants est comme une mer profonde. On ne voit pas le fond, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. » Un mardi pluvieux d'octobre. Alors qu'ils étaient confinés à l'intérieur, Anaïs eut une idée. Elle s'assit près d'Hugo qui dessinait et sortit un petit carnet. « Tu sais, quand j'étais à l'orphelinat, je parlais très peu aussi, » dit-elle en commençant à crayonner. « Alors j'ai inventé un jeu. Je dessinais ce que je ressentais et les autres essayèrent de deviner. Elle griffonna rapidement un petit bonhomme recroquevillé dans une boîte. Ça, c'était moi, quand je me sentais seule et enfermée dans ma tristesse. » Hugo leva les yeux de son dessin. Intriguée, Anaïs lui tendit un crayon. « À ton tour, si tu veux. » Elle ne s'attendait pas à ce qu'il réponde. Mais à sa grande surprise, l'enfant prit le crayon et commença à dessiner. Un petit garçon et une grande maison vide, avec des points d'interrogation partout. « Tu te sens perdu dans cette grande maison » hasarda-t-elle. Hugo hocha imperceptiblement la tête. C'était minuscule, mais c'était une réponse. Le cœur d'Anaïs fit un bond, ce soir-là, pour la première fois. Il lui fit un petit signe de la main avant de s'endormir. Depuis la porte entr'ouverte, Philippe Marchand avait observé la scène. Quand Anaïs sortit de la chambre, elle le trouva adossé au mur du couloir, le regard pensif. « C'est la première fois qu'il communique avec quelqu'un depuis l'accident », dit-il d'une voix où perçait l'émotion. « Comment avez-vous fait ? J'ai juste essayé de lui montrer que je comprends sa solitude. » Philippe l'observa longuement, comme s'il cherchait quelque chose dans son visage. « Vous avez un don avec lui, mademoiselle Leblanc. Je commence à croire que votre arrivée dans cette maison n'est pas un hasard. » Il porta instinctivement la main à son médaillon. Ce geste qu'Anaïs avait désormais remarqué comme un tic nerveux. « Ce pendentif, osa-t-elle finalement. Il a l'air très ancien. » Le visage de Philippe se ferma instantanément. « Il appartenait à ma femme. Excusez-moi, j'ai du travail qui m'attend. » Il tourna les talons, laissant Anaïs avec ses questions sans réponse. Les jours suivants apportèrent de petites victoires. Hugo accepta de manger à table plutôt que dans sa chambre. Il laissa Anaïs lui couper les cheveux. Et un matin, miracle, il pointa du doigt son bol de céréales vide pour en redemander. « C'est en train de devenir insupportable », entendit-elle Véronique dire un jour à Philippe dans le bureau dont la porte était entrebâillée. « Cette fille s'immisce partout. Tu as vu comment elle te regarde, comment elle pose des questions sur Claire. Elle s'occupe bien d'Hugo. C'est tout ce qui m'importe, » répondit Philippe d'un ton las. «
Tu es aveugle ou tu le fais exprès? Elle fouine. Je l'ai surprise l'autre jour près de l'ancienne chambre de Claire. » Anaïs s'éloigna sur la pointe des pieds, le cœur battant. Claire. Enfin, elle connaissait le prénom de la femme au médaillon. Le week-end suivant, profitant d'une éclaircie après des jours de pluie, Anaïs proposa à Hugo de faire une promenade dans le jardin. L'enfant acquiesça avec ce qui ressemblait presque à de l'enthousiasme. Le domaine des Marchands s'étendait sur plusieurs hectares, à la lisière du bois de Boulogne. Des parterres géométriques à la française entouraient la maison, cédant progressivement la place à un jardin plus sauvage, presque anglais, avec un petit étang et un pont japonais. Hugo marchait devant, s'arrêtant parfois pour ramasser une feuille ou observer un escargot. Soudain, il se mit à courir vers un vieux saule pleureur au bord de l'étang. Anaïs le suivit. Intriguée, l'enfant écarta les branches pendantes et lui fit signe d'approcher. Sous l'arbre, à demi dissimulée par les racines noueuses, se trouvait une petite cabane de bois, une cabane d'enfant, construite avec soin, mais que les années avaient patiné. « C'était à toi », demanda Anaïs. Hugo secoua la tête et pointa le doigt vers la maison. « À ton père !» L'enfant hocha la tête, puis tira Anaïs par la main pour l'inviter à entrer. L'intérieur était étonnamment sec et propre. Des coussins élimés mais toujours confortables couvraient le sol. Sur une étagère branlante étaient alignés des trésors d'enfants, coquillages, pierres brillantes, figurines, et dans un coin, une petite boîte en métal. Hugo s'en empara et la tendit solennellement à Anaïs. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des coupures de journaux jaunis, soigneusement pliées, et quelques photos. Avec un choc, elle reconnut sur l'une d'elles la femme de sa propre photographie, Claire. Elle était radieuse dans une robe d'été, riant au soleil, le médaillon d'argent brillant à son cou. Sur une autre, Claire et Philippe, jeunes et amoureux, se tenèrent devant la maison. « C'était ta grand-mère » murmura Anaïs. « Elle était très belle. » Hugo hocha gravement la tête et pointa du doigt son propre cœur. Puis les photos. « Elle te manque, même si tu ne l'as jamais connue. » Une larme unique roula sur la joue de l'enfant. Sans réfléchir, Anaïs le prit dans ses bras. Il se raidit d'abord, puis se détendit et posa sa tête contre son épaule. « À moi aussi, ma maman me manque », chuchota-t-elle, la gorge serrée. Hugo se dégagea doucement et fouilla de nouveau dans la boîte. Il en sortit une coupure de journal et la lui tendit. Le titre, en gros caractères, frappa Anaïs comme un coup de poing. Mystérieuse disparition de l'épouse du magnate de l'immobilier Philippe Marchand. L'article, daté de 1999, relatait la disparition soudaine de Claire Marchand. Alors enceinte de 8 mois, la police privilégiait la thèse de la fugue. Après une violente dispute familiale. Elle attendait un bébé quand elle a disparu, balbutia Anaïs, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Un bruit de branches la fit sursauter. Véronique se tenait à l'entrée de la cabane, son visage pâle déformé par la colère. « Que faites-vous ici » siffla-t-elle. « Cette partie du jardin est privée, et ces affaires ne vous concernent en rien. » Elle arracha la boîte des mains d'Hugo, qui se recroquevilla. « Vous dépassez largement vos fonctions, mademoiselle Leblanc. Votre travail est de vous occuper d'Hugo, pas de fouiller dans le passé des Marchands. »« Nous ne fouillons pas, » protesta Anaïs. « Hugo voulait me montrer. Hugo est un enfant perturbé qui a besoin de structure. Pas d'encouragement dans ses lubies. Rentrez immédiatement. Et si j'apprends que vous êtes revenu ici, ce sera votre dernier jour dans cette maison. » Sur le chemin du retour, Hugo glissa sa petite main dans celle d'Anaïs. Ce geste simple lui donna un courage qu'elle ne se connaissait pas. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Anaïs revoyait les images de Claire, si semblables à la femme de sa photo. Elle repensait au médaillon identique, à cette disparition mystérieuse, à un bébé qui n'était jamais né, officiellement, et à elle-même. Abandonnée à l'orphelinat Sainte-Marie en 1999, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, formant une image aussi terrifiante qu'incroyable, une image qui changerait sa vie à jamais, si elle osait y croire, le lendemain de leur découverte dans la cabane. Hugo sembla plus proche d'Anaïs que jamais. Au petit déjeuner, il lui tendit spontanément le pot de confiture avant qu'elle ne le demande. Un geste simple, mais qui parlait volume. « On dirait que vous avez apprivoisé notre petit sauvage », remarqua Marcel en battant des œufs. « Un vrai miracle, Madame Moreau n'en revient pas. »
Anaïs sourit, mais son esprit était ailleurs. L'article de journal ne cessait de la hanter. Claire Marchand, disparue en 1999, enceinte de 8 mois, l'année même de sa naissance. La coïncidence était trop grande pour être ignorée. « Marcel, vous travaillez ici depuis longtemps ?» demanda-t-elle d'un ton qu'elle espérait détacher. « 28 ans, ma petite. J'ai vu défiler 3 générations de marchands dans cette cuisine. Alors vous avez connu Claire Marchand ?» Les mains du chef s'immobilisèrent un instant. Il jeta un regard nerveux par-dessus son épaule. « On ne parle pas beaucoup de Madame Claire ici, » dit-il à voix basse. « C'est encore trop douloureux pour Monsieur Philippe. » Mais que s'est-il passé exactement ? Les journaux parlent d'une dispute familiale avant sa disparition. Marcel s'essuya les mains sur son tablier, visiblement mal à l'aise. « Écoute, ma petite, je t'aime bien, alors crois-moi quand je te dis que certaines questions valent mieux ne pas être posées dans cette maison, surtout avec mademoiselle Véronique dans les parages. Vous avez peur d'elle ? Peur ? Non. » Il baissa encore la voix. « Mais disons que mademoiselle Véronique a toujours su comment protéger la famille à sa façon. » Un bruit de porte les fit sursauter. Madame Moreau entra, l'air préoccupé. « Anaïs, Monsieur Philippe souhaite vous voir dans son bureau. » Immédiatement. Le cœur battant, Anaïs suivit la gouvernante à travers les couloirs. Avait-elle été trop curieuse ? Véronique l'avait-elle dénoncée ? Le bureau de Philippe Marchand occupait une aile entière du rez-de-chaussée, une pièce imposante aux murs tapissés de livres rares, meublée d'acajou sombre et de cuir patiné. L'homme se tenait devant une fenêtre, contemplant le jardin brumeux. Il se retourna à son entrée. « Asseyez-vous, mademoiselle Leblanc. » Anaïs obéit, les mains moites. « Ma sœur m'a parlé de votre escapade d'hier, » commença-t-il. Son ton n'était pas accusateur, plutôt curieux. « Il paraît qu'Hugo vous a montré la cabane. »« Oui, monsieur, je suis désolé si nous avons enfreint. »« Ne vous excusez pas, » l'interrompit-il avec un geste de la main. C'est la première fois qu'Hugo y emmène quelqu'un depuis la mort de ses parents. Pas même moi, il n'a voulu m'y conduire. Il s'assit face à elle, ses doigts jouant machinalement avec le médaillon sous sa chemise. Ce que je veux comprendre, c'est pourquoi vous, qu'est-ce qui, chez vous, a gagné sa confiance si rapidement. La question flotta entre eux. Lourde d'implications, Anaïs hésita. Devait-elle mentionner la photo, le journal, sa suspicion grandissante ? Peut-être parce que nous avons une blessure commune, répondit-elle finalement. L'absence d'une mère. Philippe la dévisagea longuement, comme s'il cherchait quelque chose dans ses traits. Hugo m'a dessiné ce matin, dit-il en lui tendant une feuille de papier. Pour la première fois depuis l'accident. Le dessin représentait 3 personnages devant la maison. Un grand, Philippe, un petit, Hugo, et une femme aux longs cheveux, Anaïs. Ils se tenaient par la main. « Il vous voit comme faisant partie de la famille », murmura Philippe, sa voix trahissant une émotion contenue. « C'est inattendu. Monsieur Marchand ?» osa Anaïs. « Puis-je vous demander quelque chose ? Je vous écoute. Ce médaillon que vous portez, pourriez-vous me dire d'où il vient ?» L'expression de Philippe s'assombrit. Sa main se crispa sur le pendentif. « C'était à Claire, ma femme. Un héritage familial. Pourquoi cette question ? Simple curiosité ?» mentit Anaïs. « Il est très beau. » Un silence tendu s'installa. Philippe semblait sur le point d'ajouter quelque chose quand la porte s'ouvrit brutalement. Véronique entra, un dossier à la main. « Philippe, nous avons un problème avec... » Elle s'interrompit en voyant Anaïs. « Je ne savais pas que tu étais occupée. »« Nous avions terminé, » dit Philippe en se levant. Mademoiselle Leblanc allait retourner auprès d'Hugo, sur le chemin de la chambre d'Hugo. Anaïs sentit le regard perçant de Véronique lui brûler le dos. Cette femme la surveillait. C'était évident. Mais pourquoi ? Que craignait-elle ? L'après-midi, pendant que Hugo faisait sa sieste, Anaïs retourna discrètement à la bibliothèque familiale. Si elle voulait des réponses, elle devait fouiller le passé des marchands. La pièce était déserte. Elle se dirigea vers les albums photos rangés sur une étagère basse. Le premier qu'elle ouvrit montrait Philippe et Claire le jour de leur mariage. Lui, jeune et fier dans son costume, elle, lumineuse dans une robe de dentelle, le médaillon d'argent brillait déjà à son cou. Anaïs tourna les pages, suivant leur histoire, voyage, fête, moments de bonheur figés sur papier glacé, Claire, enceinte, rayonnante dans une robe d'été, sa main caressant son ventre arrondi. Puis soudain, plus rien,
Les pages suivantes montraient Philippe avec un bébé, son fils, mais Claire avait disparu des photos, comme effacée. Que cherchez-vous exactement ? Anaïs sursauta violemment. Madame Moreau se tenait dans l'encadrement de la porte, son regard indéchiffrable posé sur l'album ouvert. Je voulais juste... Vous vouliez en savoir plus sur Claire Marchand ? Termina la gouvernante. Elle ferma doucement la porte derrière elle. Je vous observe depuis votre arrivée, mademoiselle Leblanc. Votre curiosité n'est pas anodine, n'est-ce pas ? Le cœur battant, Anaïs prit une décision. Elle sortit de sa poche la photo de sa mère et la tendit à madame Moreau. Cette femme, c'est ma mère, la seule image que j'ai d'elle. La gouvernante prit la photo, l'examina attentivement. Son visage pâlit. « Mon Dieu !» souffla-t-elle. « C'est impossible. » Le médaillon, poursuivit Anaïs d'une voix tremblante. C'est le même que celui de Monsieur Marchand, celui qui appartenait à Claire. Où avez-vous trouvé cette photo ? Demanda madame Moreau, la voix altérée. Elle était avec moi quand on m'a déposée à l'orphelinat Sainte-Marie en 1989. La gouvernante chancela légèrement et dut s'appuyer contre une étagère. Sainte-Marie, le même orphelinat mentionné dans l'article sur la disparition de Claire, murmura-t-elle comme pour elle-même. Vous savez quelque chose, n'est-ce pas ? Insista Anaïs. Je vous en prie, j'ai besoin de comprendre. Madame Moreau lui rendit la photo d'une main tremblante. Je ne peux pas maintenant, c'est trop dangereux. Dangereux. Mais pourquoi ? La porte s'ouvrit à nouveau, et Véronique apparut, son regard oscillant entre les deux femmes. Tiens donc, dit-elle d'une voix doucereuse. Madame Moreau qui fraternise avec la nouvelle. Comme c'est touchant. Je montrais simplement à mademoiselle Leblanc où ranger les livres d'histoire pour Hugo, répondit calmement la gouvernante. Vraiment. Véronique s'approcha de la table où l'album photo était resté ouvert. Avec des albums de famille. C'est ma faute, intervint Anaïs. J'ai vu les photos et j'étais curieuse. Véronique referma brutalement l'album. La curiosité est un vilain défaut, mademoiselle Leblanc, un défaut qui peut s'avérer nuisible dans certaines maisons. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « N'est-ce pas, madame Moreau ?» La gouvernante baissa le regard, soudain docile. « Oui, mademoiselle Véronique. Hugo doit être réveillé maintenant, » poursuivit Véronique. « Vous feriez mieux de retourner à vos fonctions, mademoiselle Leblanc. Les albums de famille ne font pas partie de vos attributions. » Anaïs sortit. Le cœur lourd, dans le couloir, elle entendit Véronique dire à madame Moreau « Je vous conseille de vous rappeler où va votre loyauté, ma chère. Certains secrets doivent le rester, pour le bien de tous. » Ce soir-là, en bordant Hugo, Anaïs remarqua qu'il avait dessiné encore. Sur le papier, une femme aux longs cheveux tenait la main d'un petit garçon, et au cou de la femme brillait un petit cercle, un médaillon. « C'est moi », demanda-t-elle. Hugo secoua la tête et pointa vers le plafond. Au ciel, l'enfant fit non de nouveau et désigna une photo encadrée sur sa table de nuit. Son père et sa mère. « Ta maman ». Hugo secoua la tête une dernière fois, frustré de ne pouvoir s'exprimer. Il se leva, alla chercher un autre dessin dans son tiroir et le posa à côté du premier. Cette fois, la femme au médaillon tenait un bébé dans ses bras, et sur le bébé, il avait écrit maladroitement « Anaïs ». Les jours suivants, Anaïs vécut dans un état second. Le dessin d'Hugo ne cessait de la hanter. Comment un enfant de 7 ans pouvait-il faire un lien qu'elle-même osait à peine formuler ? C'était comme si Hugo percevait une vérité que les adultes s'efforcèrent d'enterrer. Véronique intensifia sa surveillance. Anaïs la croisait partout, dans les couloirs, près de la chambre d'Hugo, même aux cuisines où elle n'allait jamais auparavant. Son regard acéré suivait chaque mouvement d'Anaïs, tel un rapace guettant sa proie. Un matin, alors qu'elle aidait Hugo à s'habiller, l'enfant ouvrit son placard et en sortit une boîte à chaussures qu'il lui tendit solennellement. « Qu'est-ce que c'est ? » « Mon grand » Hugo posa un doigt sur ses lèvres, lui intimant le silence, puis désigna la porte de sa chambre et secoua vigoureusement la tête. « C'est un secret, je ne dois pas le montrer aux autres. » L'enfant hocha la tête, le regard intense. Anaïs ouvrit prudemment la boîte. À l'intérieur, enveloppé dans un foulard de soie, se trouvait un petit carnet à la couverture de cuir bleu usé. Sur la première page, une écriture élégante, « Journal de Claire Marchand, 1999 ». Son cœur manqua un battement. « Hugo, où as-tu trouvé ça ?»
Il désigna le placard, puis mima quelqu'un qui nettoie. La gouvernante l'a rangé là. Hugo acquiesça, puis désigna Anaïs et plaça le journal contre son cœur. « Tu veux que je le garde ?» Nouveau hochement de tête, plus vigoureux, il lui prit la main et la serra fort, ses yeux implorants. « Je te promets d'en prendre soin », murmura-t-elle, émue par sa confiance. Elle glissa le journal sous son gilet et termina d'habiller Hugo. Ce n'est qu'en fin de matinée, pendant que l'enfant prenait son cours de piano, qu'Anaïs put se réfugier dans sa chambre pour examiner sa trouvaille. Les mains tremblantes, elle ouvrit le journal. Les premières pages racontèrent le quotidien d'une femme enceinte, heureuse malgré quelques tensions familiales. Claire parlait de son mari avec tendresse, de l'enfant à naître avec impatience. Philippe a peint la chambre du bébé aujourd'hui. Un joli jaune pâle. Puisque nous voulons garder la surprise du sexe, je sens que c'est une fille, une petite princesse qui portera un jour le médaillon de ma famille, comme toutes les femmes avant moi. Puis, progressivement, le ton changeait, des inquiétudes apparaissaient. Véronique est passée aujourd'hui, comme toujours. Elle a critiqué mes choix pour la chambre du bébé. Rien n'est jamais assez bien pour elle. Je ne comprends pas cette amertume. Est-ce parce qu'elle n'a jamais eu d'enfant, ou simplement parce qu'elle n'a jamais accepté qu'une étrangère entre dans la famille Marchand? Quelques pages plus loin, la situation s'assombrissait nettement. J'ai surpris Véronique dans mon bureau aujourd'hui. Elle prétendait chercher un stylo, mais je suis certaine qu'elle fouillait dans mes papiers. Depuis que Philippe a modifié son testament pour inclure notre enfant à naître, elle est devenue différente, plus froide, presque menaçante. Anaïs tourna fébrilement les pages. Les dernières entrées dataient de mars 1999. Je n'en peux plus de cette tension. Hier, Véronique a fait une scène terrible quand Philippe a annoncé qu'il me confiait une partie de la gestion de l'entreprise pendant son voyage à New York. Elle a dit que j'étais une arriviste qui s'infiltrait dans les affaires familiales. Philippe l'a remise à sa place. Mais j'ai vu son regard. Ce n'était plus de la jalousie. C'était de la haine. La dernière entrée, datée du 15 avril, glaça le sang d'Anaïs. Je dois partir. Ce soir. J'ai trouvé ces documents dans le bureau de Véronique. Des papiers falsifiés qui prouvent que j'ai une liaison, que l'enfant n'est pas de Philippe. Pire encore, j'ai découvert qu'elle a engagé quelqu'un pour me surveiller. Peut-être même pour... Non, je n'ose pas l'écrire. Je ne peux pas confronter Philippe avec ça. Il ne me croirait jamais contre sa sœur. Je dois protéger mon bébé. Je vais chez ma cousine à Lyon. Une fois l'enfant né, j'aurai des preuves irréfutables qu'il est bien de Philippe. Le test ADN ne laissera aucun doute. Alors je reviendrai, et Véronique ne pourra plus rien contre nous. Le journal s'arrêtait là. Claire était partie, mais n'était jamais revenue. Qu'était-il arrivé? Avait-elle accouché? Était-elle morte? Un bruit dans le couloir fit sursauter Anaïs. Elle cacha précipitamment le journal sous son matelas. La porte s'ouvrit sur Madame Moreau. « Mademoiselle Leblanc, le cours de piano est terminé. Hugo vous attend. » Anaïs suivit la gouvernante, l'esprit en ébullition. Au détour d'un couloir, elle saisit doucement le bras de Madame Moreau. « S'il vous plaît, murmura-t-elle. Vous savez quelque chose, n'est-ce pas, sur Claire, sur sa disparition ?» La gouvernante regarda autour d'elle, nerveuse. « Pas ici, souffla-t-elle. Ce soir, quand tout le monde dormira, retrouvez-moi dans la lingerie du 2e étage. » L'après-midi s'étira interminablement. Anaïs jouait avec Hugo, mais son esprit était ailleurs, analysant chaque mot du journal, chaque coïncidence, le médaillon, l'orphelinat, la date de naissance, au dîner. Philippe annonça qu'il partait en voyage d'affaires le lendemain, juste 2 jours. À Bruxelles, Hugo, tu seras sage avec Mademoiselle Leblanc. L'enfant acquiesça, lançant un regard complice à Anaïs. Véronique, assise en bout de table, les observait, son visage un masque d'amabilité forcée. « Je veillerai sur la maison pendant ton absence. » « Comme toujours, » dit-elle à son frère. Son ton était léger, mais Anaïs y perçut une note inquiétante. Être seule dans la maison avec Véronique, sans la protection de Philippe, lui sembla soudain dangereux. Minuit sonna enfin. Anaïs se glissa hors de sa chambre et se dirigea vers la lingerie. Madame Moreau l'y attendait déjà, assise sur une chaise, le visage grave. « J'ai longtemps hésité à vous parler, » commença-t-elle. « Mais ce que j'ai vu dans vos yeux l'autre jour, cette ressemblance, et puis Hugo qui s'est attaché à vous si vite, vous connaissiez Claire.
dit doucement Anaïs. Vous étiez proche d'elle. J'étais sa confidente, la seule personne en qui elle avait confiance dans cette maison. À la fin, que s'est-il passé cette nuit du 15 avril 1999 ? Madame Moreau sembla surprise. Comment savez-vous la date exacte ? J'ai lu son journal, avoua Anaïs. Hugo me l'a donné. La gouvernante soupira profondément. Claire m'a réveillée cette nuit-là. Elle était terrifiée. Elle m'a dit qu'elle devait fuir, que Véronique représentait un danger pour elle et son bébé. Elle avait découvert que Véronique complotait contre elle. Et ensuite, je l'ai aidée à faire sa valise. Je lui ai donné l'argent que j'avais. Elle est partie dans la nuit. 2 jours plus tard, la police est venue. Sa voiture avait été retrouvée abandonnée près de Lyon, mais d'elle, aucune trace. A-t-elle accouché ? Que s'est-il passé ? Madame Moreau hésita. Il y a eu des rumeurs. Une femme correspondant à sa description aurait accouché dans une clinique de province. Mais l'enfant, certains disent qu'il est mort-né, d'autres qu'il a été confié à l'assistance publique. Sainte-Marie, murmura Anaïs. L'orphelinat Sainte-Marie. Comment le savez-vous ? C'est là que j'ai grandi, abandonnée en mai 1989, avec pour seul indice cette photo. Elle sortit la précieuse photographie. Ma mère avec le médaillon de Claire Marchand. Madame Moreau prit la photo. Les larmes aux yeux. C'est bien Claire et ce bébé, c'est vous. Sa voix se brisa. Mon Dieu, vous êtes revenu. Vous êtes l'enfant de Claire et Philippe. Le monde sembla s'arrêter autour d'Anaïs. En êtes-vous certaine ? Aussi certaine qu'on peut l'être sans test ADN ? Vous avez ses yeux, son sourire, et Hugo l'a senti, d'instinct. Les enfants perçoivent ces choses. Un bruit de pas dans le couloir les figea. Elles retinrent leur souffle, mais les pas s'éloignèrent. « Écoutez-moi bien », chuchota Madame Moreau avec urgence. « Véronique est dangereuse. Si elle soupçonne que vous êtes la fille de Claire, que vous pourriez revendiquer votre héritage. Je ne veux pas d'argent, » protesta Anaïs. « Je veux juste connaître la vérité, savoir qui je suis. L'argent n'est pas votre motivation, mais c'est celle de Véronique. Depuis 25 ans, elle manœuvre pour contrôler la fortune des marchands. Votre existence menace tout. Que dois-je faire ? Attendez le retour de Philippe. Parlez-lui, montrez-lui la photo. Mais surtout, méfiez-vous de Véronique. Elle ne reculera devant rien pour préserver ses secrets. » Sur ces paroles, elles se séparèrent, chacune regagnant sa chambre dans l'obscurité oppressante du manoir. Cette nuit-là, Anaïs ne dormit pas. Elle contemplait la photographie, touchant du bout des doigts le visage de celle qui était peut-être sa mère, Claire Marchand, une femme qui avait fui pour protéger son enfant à naître, pour la protéger, elle. Et si Madame Moreau disait vrai, alors Philippe Marchand, l'homme au médaillon d'argent, était son père. L'aube trouva Anaïs déjà debout, les yeux cernés mais l'esprit en alerte. Elle avait passé la nuit à réfléchir, pesant chaque option, chaque risque. Si elle était vraiment la fille de Philippe Marchand, alors elle avait été volée à sa famille. À son père, mais sans preuve concrète, qui la croirait, après avoir préparé Hugo pour sa leçon de mathématiques avec son précepteur, elle croisa Philippe dans le hall. Il partait pour l'aéroport, élégant dans son costume sombre, une mallette à la main. « Je serai de retour après-demain soir, mademoiselle Leblanc. Prenez soin d'Hugo. »« Bien sûr, monsieur. » Il hésita, semblant vouloir ajouter quelque chose, mais Véronique apparut, raide dans son tailleur impeccable. « Ton chauffeur t'attend, Philippe. Tu vas manquer ton vol. » Après leur départ, Anaïs sentit le regard de Véronique s'attarder sur elle. « J'espère que vous saurez vous tenir à votre place pendant l'absence de mon frère, mademoiselle Leblanc. Pas de fouilles dans les affaires familiales. N'est-ce pas ? Je suis ici pour m'occuper d'Hugo, mademoiselle, rien de plus. » Le sourire de Véronique n'atteignit pas ses yeux. Voyons si cela reste vrai. Vers midi, alors qu'Anaïs déjeunait avec Hugo dans la petite salle à manger, Madame Moreau vint lui chuchoter à l'oreille. « Véronique sort pour déjeuner avec l'avocat de la famille. Elle sera absente 2 heures au moins. » C'était leur chance. Dès que le précepteur eut repris Hugo pour sa leçon de géographie, Anaïs retrouva Madame Moreau dans l'office. « J'ai réfléchi toute la nuit, » dit la gouvernante. « Il nous faut des preuves, pas seulement des suppositions, et je crois savoir où chercher. » Elle sortit une petite clé de sa poche. C'est un double de la clé du bureau de Philippe. Il y garde tous les documents importants, y compris des dossiers personnels sur Claire. « Vous proposez que nous fouillions son bureau ?» demanda Anaïs. Hésitante. « C'est risqué, je sais.
Mais c'est notre seule chance de trouver quelque chose de concret avant le retour de Philippe. Une fois Véronique alertée de vos soupçons, elle s'arrangera pour détruire toute preuve. » Anaïs prit une profonde inspiration. « D'accord, allons-y. » Elles se glissèrent dans le bureau de Philippe, refermant soigneusement la porte derrière elles. La pièce sentait le cuir et le bois ciré, un parfum masculin et rassurant qui rappelait étrangement à Anaïs les rares occasions où Philippe l'avait approchée. « Par où commencer ?» murmura-t-elle. « Le coffre-fort » répondit Madame Moreau en désignant un tableau. « Il est derrière cette marine. Vous connaissez le code ?»« Non, mais je connais Philippe. Il utilise toujours la même séquence pour tout. La date de rencontre avec Claire, 12/03/97. Le coffre s'ouvrit avec un déclic satisfaisant. À l'intérieur, plusieurs dossiers étiquetés soigneusement. L'un d'eux portait simplement la mention « Claire », les mains tremblantes. Anaïs l'ouvrit. Il contenait des papiers officiels, l'acte de mariage, des photographies, mais aussi des coupures de presse sur la disparition de Claire, plus complètes que ce qu'Hugo lui avait montré. « Regardez », s'exclama-t-elle en pointant un article. « La police a retrouvé des traces de sang dans la voiture de Claire. Il pensait qu'elle avait peut-être accouché seule. »« Oui, c'est ce que les rumeurs disaient, » confirma Madame Moreau. « Cherchez s'il y a quelque chose sur l'enfant. » Au fond du dossier, Anaïs découvrit une enveloppe jaunie, jamais ouverte. Adressée à Philippe Marchand, le cachet de la poste indiquait « Lyon, 22 avril 1999 ». Une lettre de Claire, mais elle n'a jamais été ouverte. Véronique interceptait tout le courrier à l'époque, expliqua Madame Moreau. Elle a dû la cacher, puis Philippe l'a retrouvée plus tard, mais n'a pas eu le courage de l'ouvrir. Anaïs hésita. Avons-nous le droit de... C'est peut-être notre seule chance de savoir ce qui s'est vraiment passé. Avec précaution, Anaïs ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre écrite à la hâte, l'encre parfois bavée par ce qui semblait être des larmes. « Mon amour, si tu lis ces mots, c'est que j'ai réussi à t'envoyer cette lettre malgré la surveillance de Véronique. Je suis en sécurité. Pour l'instant. Notre bébé aussi. Je sais que mon départ a dû te sembler inexplicable. Cruel même. Mais je n'avais pas le choix. J'ai découvert que Véronique complote contre moi depuis des mois. Elle a falsifié des documents pour te faire croire que je te trompais, que l'enfant n'est pas de toi. Pire, j'ai surpris une conversation entre elle et un homme qu'elle a engagé. Il parlait de problèmes à régler et d'accidents. J'ai peur, Philippe. Pas pour moi, mais pour notre enfant. Je reste cachée jusqu'à la naissance. Ensuite, j'aurai la preuve ultime que cet enfant est bien le tien. Je reviendrai alors, et plus rien ne pourra nous séparer. Si quelque chose m'arrive, cherche notre enfant, protège-le de Véronique. Elle est prête à tout pour rester seule héritière de l'Empire marchand. Je t'aime, aujourd'hui et pour toujours, Claire. Un silence lourd suivit la lecture. Anaïs sentit les larmes couler sur ses joues. Elle voulait revenir, murmura-t-elle. Elle voulait me ramener à mon père. Mais elle n'a jamais pu, dit doucement Madame Moreau. Quelques jours après cette lettre, on a retrouvé sa voiture abandonnée avec des traces de sang. Vous pensez que Véronique l'a ? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a fait en sorte que Philippe ne sache jamais pour l'enfant. Elles continuèrent à fouiller et trouvèrent, tout au fond du coffre, un dossier plus récent. Il contenait des rapports de détectives privés, datés des dernières années. Il n'a jamais cessé de chercher, souffla Madame Moreau. Même après toutes ces années, Philippe essaie de découvrir ce qui est arrivé à Claire. Le dernier rapport, daté d'à peine 6 mois, mentionnait une piste à l'orphelinat Sainte-Marie. Le détective avait découvert qu'un bébé-fille avait été déposé anonymement en mai 1999. Avec seulement une photo et un prénom, Anaïs, c'est moi, chuchota-t-elle. Il me cherchait. Tout à coup, un document glissa du dossier. C'était un formulaire médical, daté du jour où Claire avait disparu. Anaïs le parcourut, puis s'arrêta net, le souffle coupé. « Une échographie !» murmura-t-elle. Le dernier examen de Claire avant sa disparition. Sur le rapport, en toutes lettres, sexe du bébé, féminin, tout va bien, accouchement prévu autour du 11 mai 1999. La date exacte de son anniversaire. Il nous faut une copie de tout ça, décida Madame Moreau. Elles rassemblèrent les documents les plus importants et se dirigèrent vers la photocopieuse du bureau. Alors qu'elles terminaient, un bruit de clé dans la serrure les figea. « Vite, le coffre !» souffla Madame Moreau. Elles remirent précipitamment les documents à leur place. «
refermèrent le coffre et replacèrent le tableau juste au moment où la porte s'ouvrait. Véronique se tenait dans l'encadrement, son regard passant de l'une à l'autre avec suspicion. « Tiens donc, » dit-elle d'une voix doucereuse, « que faites-vous dans le bureau de mon frère ?» Hugo a fait tomber son stylo plume sous le bureau, improvisa Anaïs. Madame Moreau m'aidait à le chercher. Un stylo plume. Véronique arqua un sourcil. Et où est Hugo ? Avec son précepteur, bien sûr. Bien sûr, répéta Véronique en s'approchant lentement du bureau. Son regard s'arrêta sur la photocopieuse encore chaude. Et qu'avez-vous donc photocopié, si je puis me permettre ? Les exercices d'Hugo, répondit promptement Madame Moreau. Monsieur Philippe aime voir ses progrès, même en voyage. Véronique les toisa longuement, puis eut un sourire qui glaça le sang d'Anaïs. Vous mentez très mal, toutes les deux. Sortez de ce bureau immédiatement, et mademoiselle Leblanc, je vous conseille de faire vos valises. Dès le retour de mon frère, je lui expliquerai comment vous abusez de sa confiance. Elles sortirent, Anaïs serrant discrètement contre elle les photocopies. Dans le couloir, Madame Moreau lui glissa à l'oreille. Cachez ces documents. Ne les montrez à personne avant le retour de Philippe. Et surtout, méfiez-vous, elle va chercher à se débarrasser de vous avant qu'il ne revienne. Comment ? Je ne sais pas. Mais Véronique est impitoyable quand elle se sent menacée. Le reste de la journée se déroula dans une tension palpable. Anaïs s'occupa d'Hugo, sentant constamment le regard de Véronique peser sur elle. Au dîner, la sœur de Philippe annonça d'une voix mielleuse. « J'ai invité quelques amis à déjeuner demain. Vous vous joindrez à nous, mademoiselle Leblanc. J'aimerais leur présenter la nouvelle gouvernante de mon neveu. » Ce n'était pas une invitation, mais un ordre. Et dans les yeux de Véronique, Anaïs lut autre chose. Une menace, un piège qui se refermait. Cette nuit-là, elle barricada sa porte avec une chaise et cacha les documents sous une lame de parquet descellée. Demain serait décisif. Soit elle parviendrait à tenir jusqu'au retour de Philippe, soit elle ne voulait pas penser à l'alternative. Le soleil filtrait à peine à travers les lourds rideaux quand Anaïs s'éveilla en sursaut. Elle avait dormi d'un sommeil agité, peuplé de cauchemars où elle courait dans les couloirs sans fin du manoir, poursuivie par une ombre aux traits de Véronique. 7 heures, la maison était encore silencieuse. Elle se leva, retira la chaise qui bloquait sa porte et s'habilla rapidement. La journée s'annonçait périlleuse. Véronique préparait quelque chose. Elle en était certaine. Dans sa chambre, Hugo dormait encore paisiblement. Serrant contre lui une vieille peluche élimée, Anaïs sourit en le regardant. Peu importaient les dangers. Cet enfant méritait qu'on se batte pour lui. « Bonjour, mon grand », murmura-t-elle en caressant ses boucles brunes. Hugo ouvrit les yeux et lui sourit. Ce sourire rare qui transformait son visage habituellement grave, il tendit les bras et la serra contre lui, geste si spontané qu'Anaïs sentit son cœur se serrer. « On va prendre le petit déjeuner », proposa-t-elle. Dans la cuisine, Marcel s'affairait déjà, préparant un festin pour les invités de Véronique. « Ah, vous voilà », dit-il en les voyant entrer. Mademoiselle Véronique a laissé des instructions. Le petit déjeuner d'Hugo est servi dans la petite salle à manger. Quant à vous, mademoiselle Leblanc, elle souhaite vous voir dans le grand salon immédiatement. Anaïs sentit l'appréhension lui nouer l'estomac. Maintenant, mais Hugo, je vais m'occuper de lui, intervint Madame Moreau, en apparaissant dans l'encadrement de la porte. Son regard transmettait un avertissement silencieux. À contre-cœur, Anaïs se dirigea vers le grand salon, la pièce majestueuse, avec ses boiseries anciennes et ses fauteuils Louis XV, était rarement utilisée, sauf pour les occasions spéciales. Véronique s'y tenait, impeccable dans un tailleur bordeaux, accompagnée d'un homme d'une 60aine d'années au visage sévère. « Ah, mademoiselle Leblanc, je vous présente Maître Dubois, l'avocat de la famille Marchand depuis 30 ans. » L'homme lui tendit une main froide, scrutant son visage avec une intensité dérangeante. « Enchanté. Asseyez-vous », ordonna Véronique, désignant un fauteuil face à eux. Anaïs obéit, le dos droit, les mains croisées sur ses genoux, pour dissimuler leur tremblement. « Maître Dubois s'occupe de tous nos problèmes délicats », poursuivit Véronique avec un sourire glacial. « Et vous, ma chère, vous êtes devenue un problème. »« Je ne vois pas de quoi vous parlez, » répondit Anaïs, s'efforçant de garder une voix ferme. Véronique sortit un dossier de son attaché-case et en étala le contenu sur la table basse, des photographies d'Anaïs et Madame Moreau entrant dans le bureau de Philippe, des copies des documents qu'elles avaient photocopiés,
Les caméras de sécurité sont vraiment une invention merveilleuse, commenta-t-elle avec un sourire satisfait, ainsi que les dispositifs d'alerte sur les photocopieuses. Le cœur d'Anaïs se glaça. Elle avait sous-estimé Véronique. Ce que je ne comprends pas encore, poursuivit celle-ci, c'est votre intérêt pour ces vieilles histoires. Ou peut-être, son regard se fit plus perçant. Peut-être que je commence à comprendre. Elle sortit une dernière photographie. C'était Anaïs, plus jeune, devant l'orphelinat Sainte-Marie. Anaïs Leblanc, orpheline, abandonnée en mai 1999, une date qui coïncide étrangement avec la disparition de Claire Marchand, enceinte de 8 mois. Quelle fascinante coïncidence, n'est-ce pas? Le silence s'abattit sur la pièce comme une chape de plomb. « Je ne sais pas ce que vous insinuez », dit finalement Anaïs, la gorge sèche. « Oh, je crois que si. » Véronique se pencha vers elle. « Vous pensez être l'enfant de Claire et Philippe, la mystérieuse héritière disparue. Quelle touchante histoire, digne d'un roman de gare. Et si c'était vrai ?» La question avait jailli des lèvres d'Anaïs avant même qu'elle puisse la retenir. Véronique éclata d'un rire sec. « Ma pauvre enfant, Claire Marchand a accouché d'un enfant mort-né, c'est dans le rapport de police. Vous n'êtes qu'une opportuniste qui a vu une chance de s'immiscer dans une famille fortunée. »« Alors pourquoi me craignez-vous » répliqua Anaïs, retrouvant son assurance. « Si je ne suis qu'une menteuse, un simple test ADN suffira à le prouver. » Le visage de Véronique se durcit. « Voilà ce qui va se passer. Vous allez quitter cette maison aujourd'hui même. Maître Dubois a préparé une généreuse indemnité de départ. À condition que vous signiez un accord de confidentialité, vous ne contacterez jamais Philippe, vous n'approcherez jamais Hugo, et vous oublierez toute cette absurde théorie. » Dubois poussa un document vers elle. « Et si je refuse? Alors nous porterons plainte pour vol de documents confidentiels, violation de propriété privée et tentative d'escroquerie. Votre réputation sera détruite. Vous ne trouverez plus jamais d'emploi respectable. » La menace était claire, implacable. Anaïs sentit la peur l'envahir, mais aussi une colère sourde. Pendant 25 ans, cette femme avait manipulé, menti, peut-être même pire. Elle avait volé à Anaïs sa famille, son identité, sa vie. « Je ne signerai pas, » dit-elle en se levant. « Je veux parler à Philippe Marchand. » Véronique se leva à son tour, le visage déformé par la fureur. « Vous ne comprenez pas à qui vous avez affaire, petite idiote. J'ai éliminé des obstacles bien plus coriaces que vous. » L'aveu, à peine voilé, figea Anaïs sur place. « Qu'avez-vous fait à Claire Marchand ?» Un éclair de panique traversa le regard de Véronique, vite remplacé par un masque d'arrogance. « Claire a eu un accident. Ces choses arrivent aux femmes qui ne savent pas rester à leur place. »« Vous l'avez tuée » murmura Anaïs, horrifiée. « Et vous avez caché son bébé, moi. »« Prouvez-le » siffla Véronique. « Sans preuve, vous n'êtes rien, personne, juste une orpheline pathétique qui s'invente une famille. » La porte du salon s'ouvrit brutalement. Hugo se tenait là, le visage pâle, les poings serrés. « Hugo !» s'exclama Véronique, radoucissant instantanément sa voix. « Tu ne devrais pas être ici, mon chéri. Retourne prendre ton petit déjeuner. » Mais l'enfant ne bougea pas. Il fixait sa tante avec une expression qu'Anaïs ne lui avait jamais vue. Un mélange de peur et de détermination farouche. « Hugo, va-t'en !» ordonna Véronique plus sèchement. L'enfant secoua la tête. Puis, à la stupéfaction générale, il parla. Sa voix, rauque d'avoir été si longtemps inutilisée, résonna avec une clarté surprenante. J'ai tout entendu. 3 mots simples, mais qui bouleversèrent l'équilibre des forces dans la pièce. « Tu parles ?» balbutia Véronique, décontenancée. Hugo s'avança, ignorant sa tante pour se placer à côté d'Anaïs. Il lui prit la main et leva son visage vers elle. « Je savais que c'était toi », dit-il doucement. Les yeux, comme sur les photos de grand-mère, Anaïs sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu savais ?» Il hocha la tête. « J'ai trouvé les papiers de grand-père, les recherches, l'orphelinat, ton nom. » Il se tourna vers Véronique. « Grand-père le saura, je lui dirai tout. » Le visage de Véronique se décomposa. Elle qui contrôlait tout, manipulait tout, n'avait jamais envisagé cette variable. Un enfant de 7 ans qui avait choisi son camp. « Hugo, mon petit, » tenta-t-elle d'une voix mielleuse. « Tu ne comprends pas ce qui se passe. Cette femme essaie de nous tromper, de prendre l'argent de la famille. »« Tu mens, » dit simplement Hugo. «
Comme tu as toujours menti, il se tourna vers Maître Dubois. Elle a menti sur l'accident de maman et papa aussi, n'est-ce pas? L'avocat pâlit visiblement, jetant un regard paniqué à Véronique. Je ne vois pas de quoi tu parles, mon garçon. J'ai entendu Madame Moreau dire que c'était étrange que les freins lâchent sur une voiture neuve. Et que c'est toi qui avais recommandé le pilote. Un silence assourdissant tomba sur la pièce. Véronique, livide, fixait l'enfant comme s'il s'était transformé en serpent venimeux. Ça suffit, trancha-t-elle finalement. Hugo, monte dans ta chambre. Quant à vous, mademoiselle Leblanc, vous êtes congédiée. Sortez de cette maison immédiatement. Non, intervint une nouvelle voix. Madame Moreau se tenait dans l'encadrement de la porte, un téléphone portable à la main. J'ai contacté Monsieur Philippe. Il prend le premier avion retour, il sera là ce soir. Elle regarda Véronique droit dans les yeux. Et il sait tout. La pièce sembla tourner autour d'Anaïs. Les événements s'accéléraient, échappant au contrôle de tous. En quelques heures, la vérité qu'elle cherchait depuis son arrivée allait enfin éclater au grand jour. Pour le meilleur ou pour le pire. Viens, murmura Hugo, en tirant doucement sa main. On va t'attendre dans ma chambre. Tante Véronique ne peut rien faire maintenant. Anaïs suivit l'enfant, laissant derrière elle une Véronique marchant pétrifiée, le visage ravagé par la rage et la peur. Face à un empire qui s'effondrait, les heures s'écoulèrent avec une lenteur insupportable. Retranchés dans la chambre d'Hugo, Anaïs et l'enfant attendaient, écoutant les bruits de la maison comme des sentinelles aux aguets. Madame Moreau leur apporta des sandwichs à midi, le visage tendu. Véronique a annulé son déjeuner, chuchota-t-elle. Elle est enfermée dans le bureau avec Maître Dubois depuis des heures. J'ai entendu des éclats de voix. Et Philippe ? Demanda Anaïs, serrant machinalement la main d'Hugo dans la sienne. Son avion atterrit à 17h. Il a dit qu'il viendrait directement. Le silence retomba, lourd d'appréhension. Hugo, qui n'avait presque pas parlé depuis sa confrontation avec Véronique, sortit un album photo de sous son lit. « Regarde », dit-il en l'ouvrant. « C'est grand-mère Claire. » Les pages contenaient des photos que Philippe avait dû lui donner. Claire à différents âges, adolescente rieuse, jeune femme radieuse le jour de son mariage, future mère épanouie. Sur chaque image, le médaillon d'argent brillait à son cou. « Elle était belle », murmura Anaïs, touchant du doigt le visage figé sur le papier glacé. « Comme toi », répondit simplement Hugo. À 14h, un bruit de moteur attira leur attention. Par la fenêtre, ils virent la Bentley de Véronique quitter précipitamment la propriété. « Elle s'enfuit », s'étonna Anaïs. Madame Moreau, qui les avait rejoints, secoua la tête. « Non, elle va probablement essayer de contrer l'enquête, peut-être détruire des preuves. » « Quelles preuves ?» La gouvernante hésita, jetant un regard à Hugo. L'enfant haussa les épaules. « Je sais déjà tout, » dit-il avec une gravité qui ne seyait pas à son âge. « J'écoute aux portes depuis que maman et papa sont morts. » Madame Moreau soupira. Philippe a engagé un détective privé après la mort de son fils et sa belle-fille. L'accident lui semblait suspect. Il a commencé à douter de sa sœur. « Vous pensez que Véronique est responsable de leur mort aussi ?» demanda Anaïs, horrifiée. « Je n'ai pas de preuves, juste des soupçons. Comme pour Claire, à 16h30. Une nouvelle voiture entra dans l'allée. Ce n'était pas celle de Philippe, mais une berline noire aux vitres teintées. Un homme en costume sombre en descendit et sonna à la porte. « Qui est-ce » murmura Anaïs. Hugo s'était recroquevillé dans un coin du lit. Soudain apeuré. « C'est Monsieur Laurent. Il travaille pour tante Véronique. Il fait des choses pas bien. » Madame Moreau pâlit. « Je dois y aller. Restez ici. Verrouillez la porte. » Elle sortit précipitamment. Anaïs ferma la porte à clé, puis tira Hugo contre elle. « N'aie pas peur. Ton grand-père sera bientôt là. » L'enfant hocha la tête, mais ses yeux restaient fixés sur la porte. Une demi-heure plus tard, ils entendirent un nouveau moteur, puis des portières qui claquent, des voix dans le hall. Hugo se redressa d'un bond. Ses grands-pères. Ils se précipitèrent hors de la chambre, en bas des escaliers. Philippe Marchand se tenait dans le hall, le visage creusé par la fatigue et l'inquiétude. À sa vue, Hugo dévala les marches et se jeta dans ses bras. « Grand-père ! Hugo !» Philippe serra l'enfant contre lui, visiblement bouleversé de l'entendre parler. Puis son regard se leva vers Anaïs, qui était restée figée en haut des escaliers.
Leurs yeux se rencontrèrent, et quelque chose passa entre eux, une reconnaissance instinctive. Primitive, Philippe la dévisagea longuement, comme s'il voyait un fantôme. « Mademoiselle Leblanc », dit-il finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Ou devrais-je dire, où est Véronique ?» intervint Madame Moreau, sortant de la cuisine. « Pas encore rentrée », répondit Philippe, sans quitter Anaïs des yeux. « Mais j'ai demandé à la sécurité de la retenir quand elle reviendra. Nous devons parler, tous. » Il conduisit tout le monde dans le grand salon, portant toujours Hugo dans ses bras. L'enfant refusait de le lâcher, comme s'il craignait qu'il disparaisse à nouveau. « Madame Moreau m'a appelé ce matin », commença Philippe en s'adressant à Anaïs. « Elle m'a raconté vos découvertes et vos soupçons. Je sais que ça paraît fou, » dit doucement Anaïs. « Mais j'ai des preuves, le journal de Claire, la lettre qu'elle vous a envoyée et que vous n'avez jamais reçue, les documents médicaux. Je les ai vus, » l'interrompit Philippe. « Pendant que vous attendiez, Madame Moreau me les a montrés. » Il sortit de sa poche intérieure une photographie qu'Anaïs reconnut immédiatement. Sa photo, celle où sa mère la tenait dans ses bras, le médaillon brillant à son cou. « Cette photo, » dit Philippe, la voix tremblante. « Depuis combien de temps l'avez-vous ? » ?»« Depuis toujours. C'est la seule chose que j'avais quand on m'a trouvée à Sainte-Marie. C'est moi qui ai pris cette photo, » murmura Philippe. « Le jour où Claire a accouché, le jour où... » Sa voix se brisa. « Le jour où Véronique lui a fait croire que je ne voulais pas de cet enfant, que je la rejetais. » Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Anaïs sentait son cœur battre à se rompre. « Vous saviez ?» balbutia-t-elle. « Pas jusqu'à récemment, pendant des années. J'ai cru que Claire m'avait quittée, que notre enfant était mort-né comme Véronique me l'avait dit. Puis il y a eu l'accident de mon fils. Des coïncidences troublantes. J'ai commencé à douter, j'ai engagé un détective. Il s'approcha d'Anaïs, les yeux brillants de larmes contenues. Il a retrouvé la trace d'un bébé-fille, abandonné à Sainte-Marie, avec un prénom, Anaïs. C'était le prénom que Claire voulait donner à notre fille. Anaïs sentit ses jambes faiblir. C'était vrai, tout était vrai. Quand je vous ai vu pour la première fois, continua Philippe, j'ai senti quelque chose, une connexion, vos yeux. Ce sont les yeux de Claire. Mais pourquoi ne pas avoir fait un test ADN immédiatement ? Je l'ai fait, avoua Philippe. Le jour où vous êtes arrivé, un cheveu recueilli sur votre écharpe, j'attendais les résultats. Il sortit une enveloppe de sa veste. Ils sont arrivés hier. Pendant que j'étais à Bruxelles, je les ai fait envoyer à mon hôtel, d'une main tremblante. Il ouvrit l'enveloppe et en sortit un document officiel. Correspondance ADN. 99,99%. Vous êtes ma fille, Anaïs. Le monde sembla s'arrêter autour d'elle. Ces mots, si longtemps espérés, résonnaient comme irréels. Elle était la fille de Philippe Marchand. La fille de Claire, une enfant volée, retrouvée 25 ans plus tard par un coup du destin. « Père », murmura-t-elle, testant le mot sur ses lèvres. Philippe fit un pas vers elle, incertain. Puis, franchissant la distance qui les séparait, il la prit dans ses bras. Anaïs sentit l'odeur de son après-rasage, la chaleur de son étreinte, la force et la fragilité mêlées de cet homme qui était son père. « Ma fille », souffla-t-il contre ses cheveux. « Ma petite fille ». Hugo se glissa entre eux, enlaçant leurs jambes. « Je le savais », dit-il fièrement. « Anaïs est ma tante. » L'instant de bonheur fut brisé par le bruit d'une portière qui claque. Par la fenêtre, ils virent Véronique descendre de sa voiture, accompagnée de Maître Dubois et d'un autre homme, celui qu'Hugo avait appelé Monsieur Laurent. Philippe se redressa, le visage soudain dur. « Madame Moreau, emmenez Hugo dans sa chambre. Les choses vont devenir compliquées. »« Non, » protesta l'enfant. « Je veux rester avec Anaïs. »« Hugo, » dit doucement Anaïs, en s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Ton grand-père a raison. Ce qui va suivre n'est pas pour les enfants. Je te promets que je viendrai te voir après. » À contre-cœur, l'enfant suivit la gouvernante. Philippe se tourna vers Anaïs, son regard intense. « Je dois confronter ma sœur, pour Claire. Pour vous, pour tout ce qu'elle a fait, je viens avec vous, » affirma Anaïs. Il hésita, puis acquiesça. « Vous en avez le droit, mais ce sera difficile. » Ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir, puis les pas de Véronique dans le hall. Elle apparut dans l'encadrement de la porte du salon.
élégante et froide, comme toujours. Mais ses yeux trahissaient une nervosité inhabituelle. Son regard passa de Philippe à Anaïs, puis à leurs mains jointes. Une ombre traversa son visage. « Philippe, tu es rentré plus tôt que prévu. » « En effet. »« Véronique, » répondit-il d'une voix glaciale qu'Anaïs ne lui avait jamais entendue. « Nous avons à parler de Claire, de ma fille, et de tout ce que tu as fait pour nous séparer. » Le masque de Véronique se fissura, révélant brièvement une peur primitive. Puis elle se recomposa, lissant sa jupe d'un geste automatique. « Je vois que cette intrigante t'a déjà empoisonné l'esprit avec ses mensonges. » Philippe brandit le test ADN. « Pas de mensonge, Véronique. Juste la vérité. Une vérité que tu as tenté d'enterrer pendant 25 ans. » Véronique pâlit visiblement. Derrière elle, Maître Dubois s'agitait nerveusement, tandis que l'homme appelé Laurent restait impassible, une main dans sa veste d'une manière qui mit Anaïs mal à l'aise. La confrontation finale commençait. Un silence pesant envahit le salon. Seulement troublée par le tic-tac régulier de l'horloge ancienne, Véronique fixait le test ADN que Philippe tenait toujours à la main, son visage oscillant entre l'incrédulité et la fureur. « Un test ADN ?» articula-t-elle finalement avec un rire forcé. « Vraiment, Philippe. Et comment a-t-elle obtenu ton ADN en volant un de tes cheveux pendant que tu dormais ? » « C'est moi qui ai fait faire ce test, » répondit Philippe, sans se départir de son calme glacial. « J'avais des soupçons depuis des mois. » « Des soupçons. » Véronique leva un sourcil. « Sur quoi, exactement ? » ?»« Sur tout. » Philippe s'avança, imposant dans sa colère contenue. La disparition de Claire, l'enfant prétendument mort-né, dont je n'ai jamais vu le corps, les lettres interceptées, et puis l'accident de François et Alice. À la mention de son fils et sa belle-fille, sa voix vacilla légèrement. Anaïs sentit son cœur se serrer pour cet homme qui avait perdu tant d'être cher. « Tu délires !» siffla Véronique. « La douleur t'a rendu paranoïaque et cette fille en profite. Cette fille est ma fille, ta nièce. » Philippe sortit de sa poche une petite boîte qu'il ouvrit. À l'intérieur brillait une mèche de cheveux blonds. « Voici les cheveux de Claire, que j'ai gardés toutes ces années. L'ADN correspond parfaitement. Anaïs est bien notre enfant. » Véronique pâlit davantage. Ses yeux cherchèrent ceux de Maître Dubois, qui s'était légèrement reculé vers la porte. « Philippe ?» reprit-elle d'une voix radoucie, presque suppliante. « Réfléchis un instant. Même si cette fille est biologiquement liée à toi, ce que je doute encore, elle débarque de nulle part après 25 ans pour réclamer quoi ? Une part du gâteau marchand, l'héritage. Tu ne trouves pas ça suspect ? » Anaïs sentit la colère monter en elle. « Je ne veux pas d'argent. Je n'ai jamais voulu d'argent. Je voulais juste savoir qui j'étais, d'où je venais. »« Oh, comme c'est touchant !» railla Véronique. « La pauvre orpheline qui cherche ses racines, je ne savais pas que nous jouions dans un mélo de seconde zone. » Philippe frappa du poing sur la table, faisant sursauter tout le monde. « Ça suffit, Véronique. J'ai toutes les preuves, le journal de Claire. Sa lettre que tu as interceptée, les témoignages du personnel, et maintenant, l'ADN. » Il s'approcha de sa sœur, menaçant. « Je veux savoir ce qui est arrivé à Claire. Je veux la vérité, toute la vérité. » Pour la première fois, Véronique sembla véritablement effrayée. Elle jeta un regard vers Laurent, qui fit un imperceptible mouvement de tête. « La vérité ?» murmura-t-elle. « Tu ne l'as jamais vraiment voulu, Philippe. Tu préférais vivre dans ton monde parfait avec ta parfaite épouse et ta parfaite petite famille. » Elle se dirigea vers le bar et se servit un verre de whisky, qu'elle avala d'un trait. « Claire est partie d'elle-même. Elle était malheureuse avec toi. »« Mensonge !» gronda Philippe. « J'ai lu sa lettre. Elle me parlait de tes menaces, de tes complots. Claire était instable émotionnellement pendant sa grossesse. Elle s'imaginait des choses, comme le fait que tu avais engagé quelqu'un pour la faire taire, » intervint Anaïs, incapable de se contenir plus longtemps. « Quelqu'un comme Monsieur Laurent, peut-être. » L'homme à la porte se raidit imperceptiblement. Véronique lui jeta un regard d'avertissement. « Des élucubrations, » dit-elle en agitant la main. « Claire a accouché prématurément dans une clinique minable près de Lyon. L'enfant n'a pas survécu. C'est la vérité. Aussi triste soit-elle. » « Alors pourquoi ai-je été déposée à l'orphelinat Sainte-Marie avec une photo de Claire ?» demanda Anaïs. « Comment expliquez-vous cela ? Je n'ai pas à l'expliquer.
Ce n'est pas mon problème si une opportuniste a trouvé un vieux cliché de Claire et a monté toute cette histoire. Philippe secoua la tête, dégoûté. Tu nies l'évidence même, l'ADN ne ment pas. Véronique, les tests ADN peuvent être falsifiés, intervint soudain Maître Dubois. Je l'ai vu dans d'autres affaires d'héritage. C'est donc bien d'héritage qu'il s'agit, murmura Philippe, comme pour lui-même. Ne sois pas naïf, persifla Véronique. Tout est toujours question d'argent. Un bruit dans le couloir les interrompit. Madame Moreau apparut, légèrement essoufflée. Monsieur, un appel urgent pour vous. C'est la clinique Saint-Joseph à Lyon. Philippe fronça les sourcils. La clinique où Claire... Oui, monsieur, ils ont retrouvé des archives, des documents sur l'accouchement. Véronique s'avança brusquement. C'est ridicule. Ces archives ont été détruites dans un incendie il y a des années. Le silence qui suivit sa déclaration était plus éloquent que n'importe quel aveu. Philippe la dévisagea, stupéfait. Comment sais-tu qu'il y a eu un incendie, Véronique ? Je ne l'ai jamais mentionné. Personne ne le savait, sauf la personne qui l'a commandité, termina Anaïs. Véronique recula, comme frappée. Son masque d'assurance se fissurait visiblement. Tu délires, Philippe. J'ai dû l'entendre quelque part. La clinique Saint-Joseph n'a jamais subi d'incendie, intervint calmement Madame Moreau. C'est ce qu'ils viennent de me confirmer, et ils ont bien les archives de l'accouchement de Madame Claire Marchand. Un accouchement normal, sans complications, une petite fille en parfaite santé. Le verre que tenait Véronique s'écrasa au sol. Philippe traversa la pièce en deux enjambées et saisit sa sœur par les épaules. « Qu'as-tu fait, Véronique ? Qu'as-tu fait ?» Laurent fit un pas en avant, mais Anaïs s'interposa, fixant l'homme avec une détermination surprenante. N'y pensez même pas. À cet instant, la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau. Deux hommes en costume entrèrent, suivis d'une femme à l'allure professionnelle. « Police judiciaire », annonça l'un d'eux en montrant sa carte. « Nous avons un mandat pour interroger Véronique Marchand et Maître Dubois dans le cadre d'une enquête sur la disparition de Claire Marchand et l'accident mortel de François et Alice Marchand. » Véronique s'effondra dans un fauteuil, le visage livide. Dubois tenta une sortie discrète, mais fut immédiatement intercepté par l'un des policiers. « Comment ?» balbutia Véronique, fixant son frère avec haine. « J'ai déposé plainte il y a 3 mois, expliqua Philippe. Après avoir trouvé les premiers indices sur l'accident de François, je ne voulais pas y croire, Véronique. Ma propre sœur. Tu ne comprends pas, siffla-t-elle. Tu n'as jamais compris. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger l'entreprise familiale. Claire allait tout gâcher avec ses idées progressistes. Et François suivait ses traces, des faibles, tous les deux. Philippe recula comme frappé en plein visage. Tu admets avoir orchestré leur mort. Je n'admets rien du tout, cracha Véronique, se ressaisissant. Et vous n'avez aucune preuve. Si, nous en avons, intervint la policière. Maître Dubois a parlé, en échange d'une réduction de peine. Tous les regards se tournèrent vers l'avocat, qui fixait le sol, incapable de regarder Véronique en face. « Tu m'as trahi », murmura-t-elle. Incrédule, « C'était trop, Véronique », répondit faiblement Dubois. « Claire, je pouvais encore justifier, mais François et Alice, ils avaient un enfant, et tu parlais déjà d'éliminer Philippe. Menteur !» hurla-t-elle, se jetant sur lui. Les policiers s'interposèrent. Maîtrisant Véronique, qui se débattait comme une furie, Laurent tenta de s'éclipser dans la confusion, mais fut rapidement appréhendé. « Laurent Mercier », annonça la policière. « Recherché pour 3 meurtres commandités, il semblerait que vous ayez fait une belle carrière au service de Mademoiselle Marchand. » Tandis qu'ils emmenaient Véronique, celle-ci lança un dernier regard rempli de haine à Philippe et Anaïs. « Tu ne méritais pas cet empire !» cracha-t-elle à son frère. « Tu étais trop faible. Et toi ?» Elle fixa Anaïs. « Tu n'es rien, rien. Juste un accident qui aurait dû rester enterré. » La porte se referma sur ses cris. Un silence assourdissant envahit la pièce. Philippe semblait soudain vieilli de 10 ans, le visage creusé par la douleur et la trahison. Anaïs s'approcha doucement et posa une main sur son bras. « Je suis désolée. » Il secoua la tête. « Ne le sois pas. Ce n'est pas ta faute. » Il leva les yeux vers elle, son regard s'adoucissant. « Au contraire, tu es le miracle au milieu de cette tragédie, la fille que j'ai cru perdue pendant 25 ans. » Il effleura son visage du bout des doigts, comme pour s'assurer qu'elle était réelle. « Tu as les yeux de Claire,
Et sa force. Grand-père, Anaïs. La petite voix d'Hugo les fit se retourner. L'enfant se tenait dans l'encadrement de la porte, son visage reflétant la confusion et l'inquiétude. « Où est tante Véronique ?» J'ai entendu crier. Philippe s'agenouilla devant son petit-fils. « Véronique doit partir pour un long moment, Hugo. Elle a fait des choses très graves. Elle a fait du mal à maman et papa », demanda l'enfant d'une voix tremblante. Philippe ferma les yeux un instant, incapable de répondre. Anaïs s'agenouilla à son tour. « La vérité est importante, Hugo, » dit-elle doucement. « Même quand elle fait mal, oui, ta tante a fait du mal à beaucoup de personnes, mais maintenant, elle ne pourra plus jamais en faire. » Hugo hocha gravement la tête, puis se blottit contre son grand-père. « On sera juste nous trois maintenant. »« Oui, » murmura Philippe, enlaçant l'enfant tout en tendant la main à Anaïs. « Juste nous trois, une famille. » Anaïs prit sa main, sentant pour la première fois de sa vie qu'elle avait trouvé sa place dans le monde, qu'elle appartenait enfin à quelque part, à quelqu'un. Les jours qui suivirent l'arrestation de Véronique furent un tourbillon d'émotions et de bouleversements. La presse s'était emparée de l'affaire, titrant sur « Le scandale marchand » ou « L'héritière retrouvée ». Philippe avait dû engager une équipe de sécurité pour tenir les journalistes à distance de la propriété. Anaïs, encore étourdie par les événements, observait sa nouvelle vie avec un mélange d'émerveillement et d'appréhension. Un matin, alors qu'elle contemplait le jardin depuis la terrasse, Philippe vint la rejoindre, 2 tasses de café à la main. « J'ai pensé que vous... » Il s'interrompit, hésitant. « Que tu aimerais un café ?» Anaïs sourit, touchée par cette attention. Le passage du vouvoiement au tutoiement était encore maladroit entre eux, comme une danse dont ils apprenaient les pas. « Merci, père », répondit-elle, testant encore ce mot qui lui semblait à la fois étranger et naturel. Philippe s'assit à côté d'elle, contemplant lui aussi le jardin automnal où les feuilles rouges et or virevoltaient dans la brise matinale. « J'ai contacté un avocat, » dit-il après un moment de silence confortable, « pour officialiser ton identité, ton retour dans la famille. Est-ce vraiment nécessaire ?» demanda Anaïs. « Le test ADN ne suffit-il pas? Légalement, c'est plus compliqué. Il y a ton certificat de naissance à l'orphelinat, qui ne mentionne pas de parents. Il faut une reconnaissance officielle, des démarches administratives. » Il sourit légèrement. « Et puis, je veux que le monde entier sache que tu es ma fille, Anaïs Marchand. » Ce nom résonna en elle comme une vérité longtemps attendue. Anaïs Marchand, plus Leblanc, ce nom vide, ce nom de personne. Qu'arrivera-t-il à Véronique ? Demanda-t-elle doucement. Le visage de Philippe s'assombrit. L'instruction est en cours, avec le témoignage de Dubois et les preuves que la police a saisies dans son appartement parisien. Elle risque la perpétuité. Et pour ma mère, pour Claire. Philippe ferma brièvement les yeux. Comme si la douleur était encore trop vive, la police a rouvert l'enquête. Ils ont interrogé Laurent. Il a parlé d'un accident. Claire aurait résisté quand il a essayé de la forcer à signer des papiers de renonciation à sa part de l'entreprise. Elle aurait fait une chute, mortelle. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Anaïs posa instinctivement sa main sur la sienne. « Je suis désolée », murmura-t-elle. Elle avait l'air d'être une femme extraordinaire. Elle l'était. Philippe sortit de sa poche le médaillon d'argent qu'il portait toujours. « Elle aurait voulu que tu aies ceci. C'est un héritage qui se transmet de mère en fille dans sa famille depuis des générations. » Il le lui tendit, la chaîne glissant entre ses doigts comme un fil d'argent liquide. Anaïs le prit avec révérence. Touchant la rose ciselée qui ornait le pendentif, « C'était le sien ?» demanda-t-elle, émue. « Oui, je l'ai récupéré. Après, je l'ai gardé toutes ces années, comme un lien avec elle, avec l'enfant que je croyais avoir perdu. » Anaïs ouvrit le médaillon. À l'intérieur, 2 minuscules portraits, Claire d'un côté et de l'autre, un bébé endormi. « C'est moi », Philippe hocha la tête. « La seule photo que j'avais de toi, Claire l'a prise le jour de ta naissance, avant de... » Il ne put terminer sa phrase. Anaïs referma doucement le médaillon et le passa autour de son cou. Le poids familier contre sa poitrine lui sembla juste, comme si une partie d'elle-même lui était rendue. « Merci », murmura-t-elle. Un bruit de pas les fit se retourner. Hugo, en pyjama, se tenait dans l'encadrement de la porte-fenêtre. « Bonjour », dit-il timidement. Depuis l'arrestation de Véronique, il parlait davantage, mais sa voix restait douce. «
presque hésitante, comme s'il réapprenait à l'utiliser après des mois de silence. « Bonjour, mon grand », répondit Anaïs en lui tendant les bras. L'enfant vint s'y blottir, puis remarqua le médaillon. « C'est celui de grand-mère. »« Oui, ton grand-père vient de me le donner. » Hugo le toucha du bout des doigts. « C'est comme dans mon dessin. Je t'avais dessiné avec... » « Tu savais ?» dit doucement Anaïs. « D'une certaine façon, tu savais qui j'étais avant tout le monde. » L'enfant haussa les épaules avec cette sagesse simple des enfants. « Tes yeux, ils sont comme sur les photos de grand-mère. » La matinée s'écoula paisiblement. Pour la première fois depuis des jours, ils purent respirer sans l'ombre menaçante de Véronique. Après le déjeuner, alors que Hugo faisait la sieste, Philippe invita Anaïs dans son bureau. « Il y a quelque chose que je dois te montrer, » dit-il en ouvrant son coffre-fort. Il en sortit un épais dossier qu'il posa sur le bureau. Les enquêtes que j'ai menées ces dernières années, sur la disparition de Claire, puis sur l'accident de François et Alice. Anaïs parcourut les documents. Impressionné par la ténacité de cet homme qui n'avait jamais cessé de chercher la vérité, « Tu as toujours soupçonné Véronique. »« Pas au début, » admit Philippe. « Je l'aimais. C'était ma sœur, ma seule famille après la mort de nos parents. Quand Claire a disparu, j'étais détruit. Véronique a été mon roc, ma force. Je n'aurais jamais pensé qu'elle puisse être responsable. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Le temps. Des incohérences dans son récit, de petits détails qui ne collaient pas. Puis l'accident de François, son visage s'assombrit. Mon fils et sa femme, morts dans un crash d'hélicoptère en Suisse, le pilote aussi, trop pratique. Il sortit une série de photos montrant l'épave de l'hélicoptère. J'ai fait examiner les débris par un expert indépendant. Sabotage, subtil, presque indétectable, mais bien réel. Anaïs frissonna. Et Hugo aurait dû être avec eux ce jour-là. Oui, il avait de la fièvre au dernier moment. Un miracle. Ou le destin. Un silence lourd s'installa entre eux. Finalement, Anaïs osa poser la question qui la hantait depuis des jours. Pourquoi ? Pourquoi Véronique a-t-elle fait tout cela ? Philippe soupira profondément. L'argent, le pouvoir, l'empire marchand. Il se leva et alla contempler le portrait de famille accroché au mur. Mais c'est plus complexe. Notre père était un homme dur, qui ne jurait que par la réussite. Il a toujours favorisé les hommes de la famille pour la succession. Moi, puis mon fils, jamais Véronique, malgré son intelligence, sa détermination. Alors c'était de la jalousie, de la frustration. Plutôt, le sentiment d'être toujours seconde, toujours dans l'ombre. Quand j'ai épousé Claire, Véronique a d'abord été charmante, puis Claire est tombée enceinte. Et tout a changé. Si c'était un fils, il passerait avant Véronique dans l'ordre de succession. Si c'était une fille, moi, murmura Anaïs. Oui, une fille qui pourrait un jour hériter et avoir ses propres enfants, repoussant encore Véronique dans la hiérarchie familiale. Il secoua la tête, accablé. Quelle ironie tragique. Tout ce sang versé pour de l'argent que personne n'emportera dans la tombe. Le téléphone sonna. Interrompant leur conversation, Philippe décrocha, puis son visage s'assombrit. « Je comprends. Nous arrivons tout de suite. » Il raccrocha et se tourna vers Anaïs, l'air grave. « C'était la police. Ils ont besoin de nous au commissariat. Véronique veut faire des aveux complets, mais seulement en notre présence. Pourquoi maintenant ? Je ne sais pas. Peut-être cherche-t-elle une forme de rédemption. Ou plus probablement, elle tente de négocier une peine plus légère. » Ils prévinrent Madame Moreau, qui accepta de veiller sur Hugo, puis prirent la voiture pour le centre de Paris. Le trajet se fit dans un silence tendu, chacun appréhendant cette confrontation. Au commissariat, un officier les conduisit dans une pièce austère où Véronique les attendait. Menottée à une table, elle avait perdu de sa superbe, sans maquillage, vêtue d'un uniforme gris, elle paraissait plus âgée, presque vulnérable. « Philippe », dit-elle en les voyant entrer. Et « ma nièce », le mot semblait lui écorcher la bouche. « Tu voulais nous parler », dit Philippe, s'asseyant face à elle tandis qu'Anaïs restait légèrement en retrait. « Oui », Véronique se redressa, retrouvant un semblant de sa dignité passée. « J'ai décidé de tout avouer, pour Claire, pour François et Alice, pour ce que j'ai fait à ta fille. » Elle regarda Anaïs, et pour la première fois, son regard n'était pas empli de haine, mais d'une sorte de résignation fatiguée. « Je veux que vous sachiez toute la vérité, y compris celle que la police ignore encore. »
6 mois s'étaient écoulés depuis les aveux de Véronique. L'hiver avait cédé la place au printemps, et les jardins du manoir marchand s'éveillaient dans une explosion de couleurs. Assise sur un banc près de l'étang, Anaïs contemplait le reflet du soleil sur l'eau, le médaillon d'argent brillant à son cou. Les révélations de Véronique avaient bouleversé toute la famille. Elle avait tout avoué. Le harcèlement de Claire pendant sa grossesse, les menaces, puis cette confrontation fatidique, où Claire avait fait une chute mortelle, le plan pour faire disparaître le bébé, les documents falsifiés pour faire croire à une naissance d'un enfant mort-né, mais le plus choquant était ce qu'elle avait révélé sur le corps de Claire. Contrairement à ce que tous croyaient, Claire n'avait jamais été enterrée. Après l'accouchement et l'accident, Véronique avait ordonné à Laurent de faire disparaître le corps. Il l'avait déposé sous un faux nom dans une morgue de province. Puis, rien. Le corps n'avait jamais été réclamé ni identifié. Philippe avait été anéanti par cette nouvelle. Pendant 25 ans, il s'était recueilli sur une tombe vide, mais grâce aux aveux de Véronique, ils avaient pu retrouver Claire et lui offrir des funérailles dignes. En présence de sa fille enfin retrouvée, Véronique avait été condamnée à 30 ans de réclusion pour les meurtres de Claire, François et Alice Marchand. Laurent avait écopé d'une peine similaire, tandis que Maître Dubois, en échange de sa coopération, avait reçu 10 ans avec sursis. Des pas sur le gravier tirèrent Anaïs de ses réflexions. Philippe approchait, tenant Hugo par la main. L'enfant courait presque, impatient d'arriver jusqu'à elle. « Tante Anaïs, regarde ce que j'ai fait à l'école. » Il lui tendit fièrement un dessin coloré représentant 3 personnages devant une grande maison. « C'est nous, notre famille. » Anaïs sourit, émue par la simplicité de cette déclaration. « Notre famille », ces mots résonnaient en elle comme un miracle quotidien. « C'est magnifique, Hugo, » dit-elle en l'embrassant sur le front. « On va l'accrocher dans le salon. »« D'accord. » L'enfant hocha vigoureusement la tête, puis courut vers l'étang où des canards venaient d'atterrir dans un concert d'éclaboussures. Philippe s'assit à côté d'Anaïs, observant son petit-fils avec un sourire attendri. « Il va tellement mieux, » murmura-t-il. Son pédopsychiatre dit que ses progrès sont remarquables. « Il est résilient, » répondit Anaïs. « Les enfants le sont souvent plus que les adultes. » Philippe acquiesça, puis sortit une enveloppe de sa veste. « Le notaire a finalisé les papiers. Tu es officiellement Anaïs Marchand. » « Ma fille est héritière légale du groupe Marchand. » Anaïs prit l'enveloppe, partagée entre gratitude et malaise. « Tu sais que ce n'est pas ce que je cherchais. »« Je sais, » sourit Philippe. « C'est ce qui te rend si différente de Véronique, et si semblable à Claire. » Son regard s'adoucit. « J'ai pensé que tu pourrais reprendre le département philanthropique de l'entreprise. Claire l'avait créé avant ça. Disparition, ça lui tenait à cœur. »« J'adorerais, » répondit sincèrement Anaïs. « Avec mon expérience dans le social, je pourrais vraiment développer des projets significatifs. » Hugo revint en courant. Les joues rougies par l'air frais. « Grand-père, les invités arrivent. » Philippe consulta sa montre. « Déjà, allons les accueillir. » Ils remontèrent l'allée vers la maison, où plusieurs voitures se garaient devant le perron. C'était le jour de Noël. Et pour la première fois depuis des années, Philippe avait décidé d'organiser une grande réception familiale. Les cousins éloignés, les amis proches, les collaborateurs fidèles. Tous avaient répondu présents, curieux de rencontrer cette fille mystérieusement retrouvée. Anaïs les accueillait avec un mélange d'appréhension et de joie, s'habituant peu à peu à son nouveau rôle. Mademoiselle Marchand. La salua respectueusement Marcel, qui avait troqué sa toque de chef contre un costume élégant pour l'occasion. Le dîner sera servi dans 1 heure. « Merci. »« Marcel, » répondit-elle en souriant. « Et s'il vous plaît, continuez à m'appeler Anaïs. » La maison, autrefois si froide et austère, vibrait désormais de vie et de chaleur. Philippe avait fait redécorer plusieurs pièces, éliminant l'influence sombre de Véronique pour retrouver l'esprit lumineux que Claire avait commencé à y insuffler. Dans le grand salon, un immense sapin scintillait de 1000 feux. Hugo montrait fièrement ses cadeaux aux autres enfants présents, retrouvant l'insouciance propre à son âge. « C'est une belle renaissance », murmura Madame Moreau, qui s'était approchée d'Anaïs avec 2 coupes de champagne. « Grâce à vous aussi », répondit Anaïs en acceptant le verre. « Sans votre aide, votre courage. » La gouvernante balaya le compliment d'un geste. « J'ai juste fait ce que Claire aurait voulu que je fasse, veiller sur sa famille. » Au milieu de la réception, Philippe tinta son verre pour réclamer l'attention de tous. « Mes chers amis, ma famille, commença-t-il, ému.
Cette année a été extraordinaire. Après 25 ans de ténèbres, la lumière est revenue dans cette maison, ma fille. Il désigna Anaïs d'un geste plein de fierté. M'a été rendu comme par miracle. Des applaudissements chaleureux accueillirent ces paroles. Anaïs sentit ses joues s'empourprer sous les regards bienveillants. Je voudrais porter un toast, poursuivit Philippe. À Claire, dont l'amour transcende la mort elle-même. À Anaïs, qui a hérité de la force et de la grâce de sa mère, et à Hugo, l'enfant se glissa contre son grand-père, qui nous a tous sauvés par sa perspicacité et son courage. Tous levèrent leurs verres en écho, puis les conversations reprirent, animées et joyeuses, vers la fin de la soirée, alors que les invités commençaient à partir. Madame Moreau s'approcha discrètement de Philippe et Anaïs. « Monsieur, il y a quelqu'un à la porte pour vous. Elle refuse d'entrer et insiste pour vous voir. » Tous les deux, Philippe fronça les sourcils, intrigué. « Qui est-ce ? Elle n'a pas voulu donner son nom, c'est une femme âgée. » Échangeant un regard perplexe avec Anaïs, Philippe se dirigea vers l'entrée, sur le perron, éclairé par la douce lumière des lanternes. Se tenait une femme aux cheveux gris argent, mince, élégante malgré son âge. Elle tournait le dos à la porte, contemplant le parc enneigé. « Madame », appela doucement Philippe, « vous souhaitiez nous voir ?» La femme se retourna lentement, son visage, marqué par les ans, mais encore d'une beauté saisissante, s'illumina d'un sourire tremblant. « Philippe », murmura-t-elle d'une voix où perçait une émotion contenue. Le temps sembla se figer. Philippe chancela, comme frappé en plein cœur. Sa main chercha instinctivement celle d'Anaïs. « C'est impossible !» souffla-t-il. « Claire ?» La femme hocha imperceptiblement la tête, des larmes silencieuses roulant sur ses joues. « Comment ?» Philippe ne parvenait pas à formuler une phrase complète, submergé par l'émotion. « J'ai survécu à la chute », expliqua doucement Claire. « Mais j'ai perdu la mémoire. Pendant des années, je n'ai été personne. Juste une patiente sans nom dans un hôpital psychiatrique de province. » Elle fit un pas hésitant vers eux. Puis, récemment, quand l'affaire a éclaté dans les médias, les médecins ont fait le rapprochement. Les souvenirs sont revenus, progressivement. Son regard se posa sur Anaïs, et une émotion indicible passa entre elles. « Ma fille », murmura-t-elle. « Ma petite fille ». Anaïs sentit son cœur s'arrêter, puis repartir à un rythme effréné. La femme de la photographie. Sa mère, vivante. « Je t'ai cherché », dit Claire, la voix brisée par l'émotion. « Dès que j'ai retrouvé la mémoire, j'ai cherché mon bébé. Et puis j'ai appris que tu étais revenue à la maison. » Comme en transe, Anaïs s'avança. Le médaillon à son cou semblait vibrer, comme attiré par sa propriétaire originelle. « Maman », murmura-t-elle, testant ce mot qui lui avait toujours semblé abstrait, irréel. Claire ouvrit les bras, et Anaïs s'y précipita, comme si elle retrouvait une partie d'elle-même longtemps perdue. L'étreinte était à la fois étrange et familière, comme si son corps se souvenait de ces bras qu'il avait tenus nouveau-né. Philippe les rejoignit, refermant le cercle brisé 25 ans plus tôt. Ils restèrent ainsi, enlacés, sous la neige qui commençait à tomber doucement. À la porte, Hugo observait la scène, ses yeux brillants d'émerveillement. Il s'avança timidement. « C'est grand-mère Claire ?» demanda-t-il. Claire se tourna vers lui, son visage s'éclairant davantage. « Et toi, tu dois être Hugo, le fils de François ?» L'enfant hocha la tête. S'approchant avec curiosité, Claire s'agenouilla malgré la neige, se mettant à sa hauteur. « J'aurais tellement aimé connaître ton papa quand il était grand, » dit-elle doucement. Il était un bébé adorable. Hugo lui prit la main sans hésitation, avec cette confiance instinctive des enfants. « Tu vas rester avec nous maintenant. » Claire leva les yeux vers Philippe, une question silencieuse dans son regard. Il hocha la tête, incapable de parler tant l'émotion lui serrait la gorge. « Oui », répondit-elle à l'enfant, « je vais rester. » Alors qu'ils rentraient tous dans la chaleur de la maison, Anaïs sentit le médaillon d'argent contre sa peau. Ce petit objet qui avait traversé les générations, survécu aux trahisons et aux séparations, les avait finalement réunis. Le cercle était complet, la famille marchant, brisée par la cupidité et l'ambition, renaissait enfin des cendres du passé.